Le Burkina Faso en deuil, un deuil de 72 heures décrété après les tueries d'hier nuit à Solhan dans la commune de Seba. Les premières constatations font état d'une centaine de personnes tuées sans distinction d'âge, des habitations et le marché incendié par ces hommes armés. Go Paga ou En avant la femme, un projet de l'État et ses partenaires pour l'insertion socio-économique des veuves et orphelins des soldats tombés au front de la lutte contre le terrorisme. Après une expérimentation concluante, le projet s'étend désormais à l'ensemble du territoire national. Lancement dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons de peinture et de culture avec l'exposition Wekre qui se tient depuis le début de la semaine. Une exposition qui a comme invité de marque Mme Olga Yameogo, artiste peintre burkinabé vivant en France. Elle sera avec nous dans quelques instants. Merci de nous recevoir chez vous. Nous venons de l'apprendre. Une centaine de civils sans distinction d'âge ont été tués dans la nuit du 4 au 5 juin dans le village de Solhan, commune de Seba, dans la région du Sahel, par des individus armés. Des hommes qui ont également incendié plusieurs habitations ainsi que le marché du village. Dans un communiqué, le ministre de la Communication annonce un deuil national de 72 heures à compter de ce 5 juin à 0h au lundi à 7 juin à 23h59. Il précise également que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes et ramener la quiétude au sein des populations. Les ayants droit des militaires tombés sur le front de la lutte contre le terrorisme bénéficieront désormais d'un regard particulier de l'État et ses partenaires. Le soutien aux veuves et orphelins se fera désormais à travers le projet GoPaga, un projet d'autonomisation économique qui avait fait l'objet d'expérimentation. Le lancement de son extension au plan national a eu lieu hier et le compte-rendu est de Sébastien Zongo. Un clic et c'est parti pour le lancement de l'extension du projet GoPaga à toute l'armée burkinabé. C'est la suite d'un projet pilote d'insertion économique et sociale des veuves et orphelins des militaires morts au combat pour la nation. Il consiste à rendre autonomes les ayants droit par des offres de moyens de production, de formation, de suivi psychologique et juridique. Nous avons offert l'assurance maladie aux familles. Nous avons en fait réussi aussi à les placer en entreprise. Il y en a une qui est aujourd'hui institutrice dans une école, Loretta qui a commencé son stage afin d'obtenir son diplôme en tant que gestionnaire de projet. Pour celles qui n'avaient pas de diplôme, on les a accompagnées à apprendre un métier. GoPaga, qui signifie En avant la femme, c'est aussi le soutien à la scolarité des orphelines et orphelins de militaires décédés au combat. C'est un projet unique, innovant. C'est une approche inédite et qui rencontre les besoins des femmes et des orphelins. Et je suis épouse de militaire, donc je suis concernée également. Quand vous venez dans l'armée, on vous dit que quand vous êtes militaire, vous êtes opérationnel à 100%. Et on aime plaisanter souvent, on dit qu'une fois que vous vous mariez, vous devenez inefficace à 50%. Donc si vous êtes sur le terrain, vous savez que en cas de pépin, votre famille, il n'y a pas de souci. Donc vous donnez à 100%, donc vous revenez à 100%. La cérémonie de lancement a servi de cadre pour exprimer la reconnaissance aux personnes qui se sont distinguées dans l'accompagnement du projet. Retour sur le drame de Solhan avec ce décret qui vient de nous parvenir. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la constitution décrète Article 1, un deuil national de 72 heures allant du samedi 5 juin 2021 à 0h au lundi à 7 juin 2021 à 24 heures est observé sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes de l'attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre les villages de Solhan dans la commune de Solhan, région du Sahel, dans la nuit du 4 au 5 juin à 2021. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina à l'étranger. Article 3. Les réjouissances populaires. Les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. C'est signé de Rochmar Christian à Kabouri.
L'une des forces de sécurité, la police nationale, a désormais un cadre adéquat de travail. Un bâtiment R+5 d'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA abrite désormais la direction générale de la police nationale. Inauguration ce matin en présence de Souleymane Sanou et Boukari Ouedraogo. Je déclare ouvert le nouveau siège de la direction générale de la police nationale et invite le directeur général à occuper les lieux. L'autorisation est donc donnée au personnel policier de faire de ce bâtiment R+5 leur quartier général. Un bâtiment dont les travaux ont débuté depuis 2011, aujourd'hui marque le couronnement de 10 années de travaux et pour l'occasion, le gouvernement est bien représenté. C'est un bâtiment de près d'une dizaine de milliards de francs CFA qui a été réalisé sur plusieurs années et qui va permettre désormais à la police nationale d'être encore plus à la hauteur de ses missions, encore plus efficace parce que son staff va pouvoir disposer de bureaux qui lui permettront donc de réaliser plus efficacement ses missions. 287 bureaux exactement pouvant accueillir 430 agents, 8 salles d'attente, 16 salles de réunion, des salles de sport et de conférences. En tout cas, toutes les commodités sont réunies pour permettre à l'institution policière de travailler dans les meilleures conditions. Le directeur général de la police, Jean Bosco Kienou, a pour sa part pris l'engagement d'assurer un bon entretien des lieux dans lesquels se définiront désormais les différentes stratégies pour cette force publique au service des citoyens. Commémorer le 5 mai de chaque année, c'est ce 5 juin que le Burkina célèbre la sage-femme, une commémoration pour rendre hommage à ces professionnels de la santé qui accompagnent la femme avant la grossesse, pendant et après l'accouchement. En attendant de retrouver le reportage complet, nous vous proposons un extrait de l'allocution de l'épouse du président du Faso. Je regarde les statistiques et je vois les nombreux efforts faits par le gouvernement dans le recrutement du personnel. Le ratio sage-femme nombre d'habitants, la gratuité de soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, pour ne citer que cela. Que seraient ces efforts sans les hommes et les femmes de terrain dévoués pour les mettre en œuvre et en tirer le meilleur parti au service des populations? C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à redoubler davantage d'efforts pour accroître la qualité de soins offerts dans les structures de soins, contribuer ainsi à la réduction significative de la mortalité maternelle et démontrer de l'utilité de votre présence sur le terrain. Aux côtés des sages-femmes et sur le front du combat pour l'amélioration des services de santé reproductive, le PROSA, le projet de promotion de la santé reproductive et de l'état civil, après 2 ans de mise en œuvre dans les régions du centre-est et de l'est, les acteurs se sont retrouvés pour évaluer le chemin parcouru. L'exercice d'évaluation a été suivi pour nous par Hassan Gebré et Tanga Kafandou. À cette deuxième session ordinaire du cadre de concertation conjointe du projet PROSAR, les acteurs et les bénéficiaires des régions de l'Est et du Centre-Est font le point des réalisations et des acquis du projet après 2 ans de mise en œuvre. Le projet a commencé il y a presque 2 ans, mais en réalité 1 an, puisqu'il y a eu beaucoup de temps de retard depuis la mise en œuvre du projet. Néanmoins, avec les efforts conjugués de tous, nous voyons que nous avons atteint un taux qui dépasse largement les 50%. Ce qui est appréciable. Et quand on voit aussi le contexte même de la mise en œuvre du projet, donc dans un contexte sécuritaire difficile, et je pense que ce sont des efforts à saluer et je crois que nous sommes satisfaits en tout cas pour le moment. Au titre des réalisations, on note entre autres la dotation des 160 formations sanitaires en kit de matériel médico-technique, la formation de 120 agents de santé à base communautaire, la délivrance de 23 000 jugements supplétifs et la formation de 560 pères éducateurs. L'importance donc du projet n'est plus à démontrer, surtout au niveau de l'état civil, parce que nous avons donc bénéficié
d'abord du renforcement de capacité donc de nos officiers. Ensuite, nous avons eu du matériel, armoires, informatique et des archives pour pouvoir vraiment travailler. Projet financé par l'Union européenne à plus de 1,7 milliard de francs CFA et est mis en œuvre par le consortium Plan International Burkina Faso, ABBF, JPIGO. Il court jusqu'au 31 juillet 2022. Il devrait à terme renforcer l'offre de la demande des services de planification familiale et de santé reproductive des jeunes et des adolescents. Championnes dans leurs différentes communautés, la Coordination nationale des femmes du G5 Sahel et l'USAID Partenariat pour la paix veulent faire d'elles des championnes dans la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent. Des femmes et jeunes leaders étaient réunis hier à Ouagadougou pour un panel, un cadre de partage d'expériences et de renforcement de capacités en matière de résolution des conflits. Aimé Solange Digma. C'est un panel voulu par la coordination de la plateforme des femmes du G5 Sahel pour coacher les jeunes filles en vue de renforcer leur capacité en matière de résolution des conflits et d'expression du leadership. En face d'elles, des femmes universitaires, chefs d'entreprise, leaders politiques et membres de la société civile. L'enjeu leur permet de jouer pleinement leur rôle dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Nous sommes dans un environnement très complexe, un environnement violent, un environnement de conflit. Il faut que les femmes comprennent les enjeux et qu'elles puissent identifier les vrais problèmes pour pouvoir travailler à transformer l'environnement en un cadre un peu plus paisible. C'est des jeunes filles qui ont déjà fait une immersion sur les questions de paix et de sécurité. Donc c'était facile vraiment pour nous de les remettre à jour sur la résolution 1325 des Nations Unies. En fait, c'est une résolution très complète qui protège les femmes et qui engage le gouvernement à impliquer les femmes au plus haut niveau dans les prises de décision pour tout ce qui concerne la paix et la sécurité. Les échanges vont porter sur les terminologies, les concepts clés, les approches, les avancées du Burkina en matière de prévention de la radicalisation et sur l'autonomisation des femmes. Il est important que ces femmes leaders qui peuvent sortir du lot pour travailler sur cette thématique de radicalisation et d'extrémisme violent, qu'elles puissent être outillées, argumentaires, elles puissent être outillées en comportement pour ce que les femmes et les jeunes filles veulent. Donc d'où la nécessité de les aider à avoir tous ces outils avec elles pour qu'elles puissent sortir du lot, interpeller les politiques que nous sommes pour ce qu'elles veulent, sortir du lot par l'exemple aussi des autres filles pour une société plus juste, plus inclusive qui permet le développement. USAID est très content de financer cette plateforme de jeunes femmes leaders et de leur encourager à s'engager plus fort dans le combat contre l'extrémisme et s'engager aussi pour le pays. Ce panel intervient après ceux de Tinkodogo et de Kaya. Au total 5, ils vont toucher 125 jeunes filles et femmes des 13 régions pour leur permettre de prendre en main leur avenir. Tout autre chose à présent et nous parlons de la période de soudure qui s'installe. Pour cette période, le programme alimentaire mondial a prévu 1935 tonnes de vivres et du cash pour environ 121 000 personnes vulnérables dans la province du Yatenga. Les autorités locales ont été conviées pour une rencontre d'information sur l'opération d'assistance humanitaire. Abassé Traoré et Moussaki depuis Waïguia. Dans cette salle, il y a des maires, des préfets et des responsables des services techniques d'agriculture. Tous sont acteurs du processus de ciblage des ménages vulnérables pour la réponse d'urgence du programme alimentaire mondial à la période de soudure 2021. L'opération d'assistance humanitaire va consister à la distribution de 1935 tonnes de vivres aux personnes vulnérables des communes de Tiou, Barga, Tangay et Zogoré. Celles de Segniga vont bénéficier d'un transfert de cash d'environ 515 millions de francs CFA. La mission est confiée à l'AFDR, Association Formation, Développement et Ruralité. Chaque personne bénéficiera de la ration classique, c'est 12 kg de céréales et puis 3 kg de haricots et puis
0,75 litres d'huile. Les attentes vis-à-vis de ces acteurs sont claires. Informer les bénéficiaires ciblés, mais aussi coordonner la distribution des vivres dans les ménages et sur les sites choisis. Aujourd'hui, nous avons des difficultés dans nos communes. Vraiment, la pluviométrie n'a pas été ça. Nous avons aussi l'insécurité. Vraiment, nous avons trop de problèmes. Mais l'assistance que AFDR, en tout cas, vient de nous donner, vraiment, va beaucoup nous galvaniser parce que vraiment, il y a des nécessités, il y a vraiment des besoins. L'association Formation, Développement et Ruralité compte débuter la première opération le 11 juin prochain pour 3 mois avec un seul objectif, améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, y compris les déplacés internes. Le financement de l'opération est assuré par le PAM, Programme alimentaire mondial. Une journée pour questionner l'état des lieux de plusieurs décennies de coopération scientifique. L'exercice a réuni hier le monde académique de l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. La journée première du genre a vu la signature de protocole d'accord avec la France, invitée d'honneur de cette journée de coopération scientifique. Précision avec Moussa Ouedraogo et Estelle Judith Assogba. L'université professeur Joseph Kizerbo, du haut de ses 47 ans, collabore avec plus de 300 institutions à travers le monde. Un partenariat qui lui a permis de bénéficier de plusieurs avantages comme le financement de la recherche, la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants. En initiant cette journée de la coopération scientifique internationale, la doyenne des universités du Burkina Faso entend dynamiser ses actions de coopération. Le gouvernement a fait de gros efforts pour le financement de la recherche et de la formation, mais à travers cette coopération internationale, il va falloir s'ouvrir au monde pour renforcer le financement de la recherche, ce qui nous permet également d'améliorer la formation à travers ce partenariat scientifique, formation de base, j'entends par la licence, mais formation à travers les masters professionnels et les masters de recherche, mais également le doctorat. Enjeu du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est le thème qui retient l'attention de tout ce beau monde ici réuni. Et pour une première, c'est la France qui est le pays invité d'honneur. On a une ancienneté de collaboration entre chercheurs français et burkinabés très forte. Et il faut évidemment capitaliser là-dessus, continuer et même amplifier ça. C'est l'esprit dans lequel on a signé tout à l'heure avec Madame la Ministre le partenariat Hubert-Curien. Hubert-Curien, c'est un grand ministre de la recherche scientifique en France. C'était avant même d'être un grand ministre, c'était un grand chercheur, un grand scientifique lui-même. Et donc, d'où l'appellation qui a été donnée à ça, c'est pour faciliter, favoriser l'échange entre scientifiques, entre chercheurs, entre institutions de recherche et institutions d'enseignement supérieur françaises et burkinabées. Au cours de cette journée, les différents partenaires vont faire l'état des lieux de leur coopération et lui donner une nouvelle impulsion. Cela pour un meilleur rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche au Burkina Faso. De la peinture et de la sculpture au menu de la page culture de cette édition. Et nous allons au parc urbain Bangrewego où se tient depuis le début de la semaine un marché d'œuvres d'art. C'est à la faveur d'une exposition dénommée Wekre. Notre invité du jour est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette exposition. Bonjour madame. Bonjour. Avant de revenir sur ce plateau avec vous, faisons un tour sur le site d'exposition avec Vincent Kendribiogo. Une exposition à ciel ouvert dans le couvert végétal du parc Bangrewego. Ici, des artistes exposent au public leurs œuvres d'art. De la sculpture, de la peinture, des objets utilitaires ou de décoration. Toute une diversité d'œuvres se laisse contempler par les visiteurs. Les œuvres très différentes, chacun a son idée, s'exprime de manière différente, lui parle de vivre ensemble, de partager les différentes cultures. Non? Je vois la mosquée, l'église, les hommes ensemble, donc ça m'a attiré et c'est très intéressant. Les artistes sont de plusieurs nationalités. Certains font de la récupération ou du recyclage,
donnant ainsi une seconde vie à nos objets abandonnés. C'est le cas du Togolais Eza Komla. Je suis un artiste pluridisciplinaire, mais dans ce cas-ci, j'avais apporté au moins 3 sculptures faites à base des matières sandalettes qu'on appelle communément les tongs. Au fait, je fais un travail de recyclage et d'assainissement de ma ville et de mon propre quartier, quoi, en quelque sorte. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des... Il y a une installation qui parle un peu des conflits civilisationnels à travers ce qui se passe aujourd'hui contre le coronavirus. On croit que l'Occident a toutes les remèdes, alors qu'on a aussi l'impression que l'Occident puise dans les autres civilisations. Je travaille plus avec les objets délaissés. Les objets, voilà, redonner une seconde vie à plusieurs matières délaissées dans la nature. Voilà, donc, du coup, c'est les sachets plastiques, les boîtes de canettes, les boîtes de conserve, les conserves, tout ce qui m'inspire et qui est dans la poubelle et qui m'inspire, dans les décharges qui m'inspirent. Voilà, mes couleurs sont à base de ces objets délaissés. Ce rendez-vous des artistes et leur public, c'est l'exposition Wécré qui est à sa 2e édition, portée par l'artiste burkinabé Aboubakar Sanga. On a eu l'idée de mettre en place ce qu'on a appelé Wécré. D'abord, ça s'appelait Wécré Éclosion, qui était une exposition sur une semaine, mais une exposition pas dans les endroits conventionnels où se faisaient les expositions comme d'habitude. Et nous, on s'est dit, si on veut que notre public, le public burkinabé, découvre encore plus ce domaine-là, il faut retirer les expositions de ces espaces-là et amener les œuvres vers le public. On a réfléchi, et puis entre-temps, on s'est dit, pourquoi pas le parc Bangroego. Cette exposition a une invitée d'honneur, Olga Yameogo, professionnelle et passionnée de l'art plastique, venue tout droit de Paris, avec dans sa valise quelques tableaux. J'ai pris ce qui pouvait rentrer dans ma valise, parce que je fais les grands formats. Moi, j'ai travaillé il y a plusieurs... Je n'ai pas amené beaucoup, mais je travaille beaucoup sur le portrait, sur la solitude et sur la migration. Par exemple, c'est le grand tableau là-bas, où il y a la foule. C'était la série que j'avais travaillé dessus il y a 7-8 ans, sur l'immigration. Et voilà, et après, c'est la solitude, c'est l'idée de l'humain. Je pense que c'est une belle vitrine, et puis qu'ils arrivent aussi, parce que ce qui est difficile en art plastique, ou dans tous les milieux artistiques, c'est la rivalité. Là, il y a comme une communion. On est ensemble pour présenter des choses ensemble. Les objets ici exposés peuvent être contemplés sur place, mais le visiteur peut en acquérir. Car Wécré, c'est aussi un marché, un rendez-vous de vendeurs et d'acheteurs d'objets d'art. Là, on est dans l'ambition d'aller dans une dimension plus professionnelle, c'est-à-dire devenir vraiment un marché professionnel des arts plastiques en Afrique. Donc, du coup, on veut ressembler à Dakar, on veut ressembler à Ségou Art. On veut faire en sorte que demain, le marché d'art contemporain de Ouaga, Wécré, soit inscrit dans les agendas des professionnels, des collectionneurs, des galéristes et que le Burkina Faso soit une destination prioritaire pour eux. C'est effectivement un marché. Tous les œuvres qui sont exposées ici, notre vœu le plus cher, c'est de ressortir de Bangroego les bras ballants. L'exposition Wécré, librement ouverte au public, se poursuit jusqu'à ce dimanche 6 juin à Bangroego. Retour sur ce plateau avec notre invité Olga Yameogo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez confié à notre reporter que la peinture en général est un acte militantisme. Pourquoi? Je pense, et j'en suis convaincue, et j'ai discuté avec beaucoup d'artistes, que l'art, vraiment, c'est l'arme idéale pour pouvoir parler de soi, parler du monde, et s'en saisir. Plutôt que de prendre une arme, c'est la meilleure chose que le monde peut avoir. Mais vous pensez que la peinture est accessible à tout public ou c'est réservé vraiment à des professionnels? Parce qu'on a souvent du mal à décrypter les tableaux et autres. Vous voulez dire des connaisseurs, ouais. Des initiés? Je pense pas. Je pense que la peinture est souvent une question d'émotion. On est touché ou on n'est pas touché. Mais il y a surtout du sentiment. Que ce soit dans le rejet ou l'envie d'en savoir un peu plus, c'est toujours un sentiment. Mais ça ne peut pas laisser insensible. Alors, revenons à vous. Vous êtes peintre et autodidacte vivant en Burkinabé, vivant en France. Comment s'est faite votre rencontre avec la peinture? Ça fait 30 ans que je peins.
Je suis partie d'ici, j'avais 17 ans, ça fait ma 39e année en France. Voilà, et ma peinture, l'idée de peindre m'est venue avec le manque puisque je suis née à l'époque Haute-Volta. Et voilà, l'Afrique me manquait, j'avais envie de parler de ça. Mais donc j'ai commencé à m'inventer quelque chose en ramenant de la terre de Ouaga, de Koudougou, dont je suis d'origine. Et j'ai commencé à avoir envie de peindre. Voilà, c'était un sentiment, c'était quelque chose qui me faisait du bien. Vous voulez extérioriser ce manque. Voilà, ce manque. Et une autre manière aussi, c'était un manque, mais avec le recul et avec l'âge, je dirais que c'était une autre manière de m'installer aussi, d'accepter l'idée que je vais aller m'installer en France aussi. Alors à l'origine, vous êtes éducatrice spécialisée et art thérapeute. Est-ce que ça dit que vous soignez à travers l'art? Je soigne à travers l'art. J'ai fait des études de psycho. J'ai fait le concours d'EducSP et j'ai fait une formation en ethnopsychiatrie. Donc, soigner à travers l'art, l'art ne fait pas des miracles, l'art amène un mieux-être. Et quand dans les hôpitaux de jour ou en psychiatrie, quand on rencontre des jeunes ou des personnes âgées malades, j'utilise par exemple la danse, la peinture pour faire et être avec eux. Rien que ça humanise la personne et ça permet qu'elle se voit pas comme un objet qu'on rejette, mais quelqu'un qui fait partie de l'humanité. Quand on regarde vos œuvres à vous, comment est-ce qu'on peut soigner avec vos tableaux qui le plus souvent représentent des personnages mélancoliques? Parce que c'est les personnages mélancoliques, je pense que je parle de moi aussi. Malgré que j'aime faire la fête, moi, je m'écoute et je sais que je suis assez mélancolique. Mais la mélancolie n'est pas la tristesse, c'est juste une capacité d'être dans l'introspection, de se regarder tel qu'on est, pas simplement tel que l'image qu'on renvoie aux gens, pour se rassurer. Alors, quel regard sur la peinture d'une manière particulière au Burkina Faso? Alors, moi, j'aime beaucoup ce que je découvre. C'est la deuxième fois que j'expose au Burkina. Et ça a été, quand on me l'a annoncé, ça a été un des moments heureux de ma vie. Et j'aime beaucoup la confrontation entre la vieille génération et la nouvelle, qui, elle, a un peu les codes esthétiques, mais qui est au travail. C'est quelque chose qui va arriver ou qui est en route. Et je trouvais que c'était fou, c'était varié, et que les univers, finalement, se rencontraient comme tourne le monde. Voilà. C'est ce que j'aime beaucoup, cette édition de Wicré. C'est un collectif que je soutiens, et je trouve qu'ils font une part belle aux artistes. Okay. Merci, Madame Yamiogo, d'être passée sur notre plateau. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, allez-y. On ne vit pas que dans notre monde d'artistes. J'ai été touchée par ce qui est arrivé dans notre pays. Donc, on voudrait tous dire toutes nos condoléances et notre solidarité, parce qu'on est tous concernés. Voilà par ce qui arrive. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Place à la page sport de cette édition. Alors, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se retrouvent sur un terrain de football pour un match amical à Abidjan. Et pour en parler, je recevrai dans quelques instants Jérôme Tiendre-Béogo. Mais Jérôme, il y a un reportage de Christelle Dabré. Enjeu mais très attendu. Depuis leur première rencontre en septembre 1976, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 1978, les face-à-face Burkina Faso-Côte d'Ivoire ont toujours revêtu un caractère particulier. On peut parler de derby
parce que les deux pays sont tellement proches à beaucoup de niveaux. Sur le plan culturel, je pense qu'on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et on a énormément de ressortissants aussi qui vivent en Côte d'Ivoire. Des relations, le match Burkina-Côte d'Ivoire, ça a été des matchs vraiment très très difficiles. Ouais. Et c'est spécial. Ouais. En 15 oppositions, dont 5 en amical, les éléphants totalisent 7 victoires contre 1 pour les étalons et 7 matchs nuls. Pour le match de ce soir, je dirais que vous savez très bien que la Côte d'Ivoire joue avec des grands gabarits. Et nous, on a des petits gabarits. Et l'avantage pour nous, en tout cas, si c'est dans la rapidité, dans le dos de l'adversaire que nous allons faire la différence. Si, en tout cas, les joueurs sont vraiment en super forme, c'est dans la vitesse du jeu que nous allons gagner gain de cause. Pour cet après-midi, Kamou Malo compte faire confiance aux jeunes. On va faire démarrer beaucoup de jeunes cet après-midi. Voilà, c'est le coach, il a une vision, il veut essayer voir ce que ça va donner à les jeunes, parce que le coach il se projette déjà sur les éliminatoires de la Coupe du Monde et puis la CAN. Donc du coup, franchement pour ce soir, on part sur une incertitude avec les jeunes. On ne sait pas quelle réponse ils vont donner, mais il faut bien lancer les jeunes. Après ce match, les étalons s'envoleront lundi pour Rabat au Maroc, où les attendent les Lions de l'Atlas. Voilà, Jérôme Tiendrebeogo, rédacteur en chef du service des informations sportives, nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Alors c'était un match amical, mais une victoire sera très intéressante pour le Burkina Faso. Bien sûr, vous savez qu'un match à Burkina-Côte d'Ivoire, même s'il est amical, il a un parfum particulier. Déjà, quand les Étalons sont arrivés jeudi soir, ils ont été accueillis par les supporters des Étalons. Vous savez qu'on a une très forte colonie donc, de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils sont déplacés, en tout cas les supporters, pour accueillir les étalons à l'aéroport. Et il y avait également le consul général qui a effectué le déplacement. Hier, vendredi, les étalons ont pris contact avec la pelouse du stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. Alors, déjà, c'est à l'heure du match. Et aujourd'hui, le match, c'est à 17h. Et il faut gagner, comme vous l'avez dit, parce que vous savez, il faut gagner pour le prestige d'abord, parce que dans l'élément de Christelle, elle le dit très bien, la dernière victoire des étalons sur la Côte d'Ivoire, la seule victoire d'ailleurs, date de décembre 97. Je pense que beaucoup d'étalons même n'ont pas vu cette victoire-là. Donc il faut gagner non seulement pour le prestige, mais aussi pour gagner des points dans le classement FIFA. Vous savez que c'est très important. Depuis le 7 avril, le classement du 7 avril, la Côte d'Ivoire est passée devant le Burkina. Le Burkina était devant la Côte d'Ivoire au classement du 18 février avec quelques points. Et la Côte d'Ivoire passe devant, 10e. Le Burkina est 11e avec 1392 points. La Côte d'Ivoire 1397 points. Ça veut dire que si on gagne ce match, ça peut être important. En tout cas, voilà, il faut jouer pour gagner, pour le prestige. En tout cas, c'est un derby qui s'annonce. Alors, le match est très attendu par les supporters et les fans des étalons. Est-ce que nous l'aurons sur les antennes de la télévision du Burkina? Bien entendu, ce match, il faut l'avoir. Et ça sera en direct sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. C'est le lieu de saluer la collaboration, le partenariat en tout cas entre la RTI et la RTB, la RTI qui va produire le match et qui va mettre le signal donc à disposition de la RTB pour bonifier ce match-là. Alors il y aura un plateau d'animation avec Mahamadi Ouena et ses invités. Les invités, c'est pas n'importe qui. Il y a Bassourou Sorgo qui est consultant qui vient très régulièrement sur le plateau de la RTB, mais également un ancien étalon qui a cette cuvée de 95-98 là, Brahima Traoré, qui a vécu l'épopée de 95 à Abidjan lorsque les étalons sont allés arracher un match nul héroïque, voilà, donc au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors il sera là sur le plateau à partir de 16h30 avec Mahamadi Ouena avant qu'on prenne l'antenne pour la narration à 17h au coup d'envoi. Rendez-vous donc dans quelques heures. Merci. Jérôme Tiendrebeogo pour toutes ces informations. Avant de nous séparer de vous, je reprends ce communiqué. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Solhan dans la commune de Solhan, région du Sahel. Cette attaque perpétrée contre les populations civiles s'est soldée par un bilan très lourd. En effet, un bilan provisoire établi par une patrouille
fruit du détachement de Seba, indique une centaine de civils sans distinction d'âge tués par les terroristes. Plusieurs habitations et le marché ont été incendiés. Face à cette tragédie des forces obscures, un deuil national de 72 heures allant ce samedi 5 juin à 0 heure au lundi 7 juin à 24 heures est décrété. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement rassure que ces crimes ne resteront pas impunis, invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et réaffirme sa détermination à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le communiqué est signé de Ouseni Tamboura, ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Ce décret également, le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète, article 1, un deuil national de 72 heures allant du samedi à 5 juin 2021 à 0 heure au lundi à 7 juin 2021 à 24 heures est observé sur l'étendue du territoire national en mémoire des victimes de l'attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre les habitants du village de Solhan dans la commune de Solhan, région du Sahel, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso et c'est signé de Roch-Marc Christian à Kaboré. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain.